Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de calorologie. Alors la calorologie, c'est une science, on va dire, c'est un nouveau paradigme que j'ai mis au point indirectement par ce que le monde m'a apporté par mon expérience. Et il se trouve que cette science ou cette approche du monde que l'on va appeler la calorologie est la base, si vous voulez, la base la plus simple pour comprendre le fonctionnement du monde. Et vous allez vous apercevoir que le fonctionnement du monde est d'une grande simplicité. Alors j'en parlais avec mon camarade et collègue Michael Gundil, et je lui parlais d'économie justement à propos de Trump qui était actuellement en train de dénoncer l'attitude de l'Allemagne qui serait vendue à l'URSS. Alors, je dis, c'est marrant, Trump dit exactement la même chose. Moi, je le dis depuis 10 ans, étant donné que je suis en Europe de l'Est, je vois comment fonctionne l'Allemagne en Europe de l'Est et je vois les accords économiques qu'a passé l'Allemagne avec la Russie. Il faut savoir que si l'Allemagne reçoit sa calorie, donc son énergie de la Russie, il faut savoir qu'elle va dans ce cas-là aimer la Russie, donc lui redonner, on va dire, de l'énergie, en échange de gaz que lui donne la Russie. Donc l'Allemagne va donner à la Russie la modernisation de ses infrastructures, on va dire économiques, ses usines de production, son agriculture, en modernisant son agriculture, bien sûr, la Russie conservant son monopole sur les productions militaires et son éducation, bien sûr, pour former son peuple, et sur l'acheminement de ses marchandises, puisque la Russie, à la base, est un énorme empire qui tient essentiellement grâce à une structure de fonctionnaires, gestionnaires et de militaires qui s'occupe en fin de compte dans un des plus vastes États, si ce n'est le plus vaste État en superficie territoriale continue, on va dire, d'acheminer par la terre de l'énergie, de la calorie, et donc, de gérer les endroits où elle va récupérer cette énergie sur son vaste territoire, de gérer les approvisionnements d'énergie par ces routes, qui ne sont que, comme pour un organisme normal, les vaisseaux les vaisseaux du corps, qui acheminent l'énergie ou qui acheminent des informations. Et elle va en même temps protéger par un système militaire qu'on va appeler son armée qui protège ces vastes réseaux de circulation énergétique. Donc, quand on comprend que tout fonctionne de façon énergétique, c'est très simple. Alors la Russie, elle, gère ce système de production énergétique, mais tout ce qui est modernisation, c'est l'Allemagne qui l'a fait de par sa structure territoriale faite de plein de petits États où les Länder, les villes, font entre elles des concurrences qui en sont valables parce qu'elles créent une émulation qui permet entre ces villes de générer de l'innovation technologique. C'est pour ça que l'Allemagne est un peuple à la base d'ingénieurs qui font que les villes attirent à elles les ingénieurs. À l'intérieur de cette structure, les cadets, comme je l'avais dit, sont mobiles et vont exporter leur savoir, leur ingéniosité de ville en ville, mais la structure productrice reste assez performante puisque les structures agricoles, les structures productrices ne vont pas être divisées aux héritages, puisque c'est l'aîné qui héritait pendant des siècles, donc ça faisait une structure productrice puissante et en même temps générant de l'innovation, parce que les cadets, grâce à une méritocratie, allaient de ville en ville vendre leur savoir, et celui qui était bon pouvait rentrer dans les firmes et monter au sein des firmes familiales reprises par les aînés, et ces cadets, en fin de compte, allaient de lander en lander, générant de l'innovation. C'est pour ça, par cette structure organique de l'Allemagne, que l'on voit l'Allemagne qui devient, en fin de compte, une usine à ingénieurs qui font évoluer la technologie industrielle du monde. Alors, les Américains fonctionnent aussi, mais d'une autre façon, je l'expliquais. Mais la calérologie permet de comprendre très simplement le fonctionnement du monde, car ce monde, cet univers, n'est fait que d'échanges énergétiques entre les individus, entre les organismes, n'ayant qu'un seul but,
faire perdurer la vie. Hein. Donc, tout être, tout organisme, hein, que ce soit une cellule, que ce soit même un virus, que ce soit une cellule, un être humain, une association humaine, un village, un État ou une confédération d'États, n'ont comme seule fonction que d'attirer l'énergie à eux pour pouvoir croître et se multiplier. Donc elles attirent l'énergie à eux, soit par association, on échange, hein, soit le plus souvent par prédation. Le monde est fait de prédation, hein. Nous faisons de la prédation sur ce qui nous entoure. Nous vivons grâce à la prédation, en fin de compte grâce à la mort que nous allons générer. Nous prenons la vie, nous prenons l'énergie des autres, mais nous redonnons cette énergie ensuite au monde dans l'acte d'amour qui est le don gratuit pour que continue la vie, hein, tout simplement. Et si nous mourons, c'est tout simplement que le monde change et que nous devons nous-mêmes disparaître pour laisser place à des individus mieux adaptés que nous et qui auront subi justement les lois de la sélection naturelle, les plus adaptés survivants, hein, et les moins adaptés disparaissant. Et c'est pour ça qu'il y a renouvellement des générations, car le monde est en perpétuel mouvement, il change en permanence, et les êtres vivants doivent s'adapter et doivent mourir pour que ceux qui viennent après soient adaptés à ce monde en permanence changement. Mais tout ça n'a comme seule fonction que l'amour, c'est-à-dire la relation à l'autre, et on ne vit réellement sa relation à l'autre réelle, hein, pas en prenant, ça c'est la jeunesse de l'homme, c'est ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, vouloir grossir, vouloir grandir. Oui, ça c'est l'homme qui se développe, mais ensuite l'homme meurt et redonne son énergie, redonne sa génétique par l'acte d'amour, il va se reproduire, hein, mais aussi par le savoir qu'il va redonner sans attendre en retour, permettant aux générations futures de continuer à vivre. Et la vie a quelque chose de formidable, c'est qu'elle finit en l'homme par accueillir l'esprit qui est la conscience du monde ou la conscience de Dieu, puisque c'est le monde ou Dieu qui vit en nous et qui a des émotions, les émotions elles-mêmes n'ayant pour seule fonction que de nous permettre de rester en vie, car les émotions, comme je vous l'ai expliqué, nous permettent de mémoriser les choses qui ont été utiles. Ce qui a été vécu sans émotion n'a aucun intérêt. L'émotion est en fin de compte une réaction physiologique qui permet à l'organisme de mémoriser ce qui lui a permis un apport énergétique ou la transmission d'amour, hein, donc la transmission d'énergie. Donc, ce qui est bon pour la reproduction, vous avez de l'émotion quand vous voyez une belle femme, hein, ou quand vous voyez un homme puissant et viril, hein, de l'émotion, car en fin de compte, cette émotion, hein, quand quelqu'un vous est gentil avec vous, vous avez de l'émotion, vous sentez que ça vous apporte de l'amour, de la protection énergétique, vous conservez votre énergie, et vous pourrez ensuite la retransmettre dans la vie, donc dans la reproduction, hein, qui permet d'accueillir l'esprit de Dieu, l'esprit du monde en nous, conscience du monde que nous sommes, conscience de Dieu, éphémère, mais là où un homme naît, un autre s'éteint, mais la conscience est en permanence dans l'univers, en nous, centrée. La conscience est au centre de notre esprit, mais centrée au centre de nous-mêmes, dans tous les êtres conscients de l'univers, si vous voulez, elle est partout, tout en étant centrée en nous. Donc, tout ça a pour but de prendre l'énergie pour rester en vie, hein. Manger le monde, c'est le grand serpent Ouroboros, hein, tout simplement, hein, le symbole des anciens, vous savez, ce serpent qui se mord la queue, ce dragon Ouroboros, qui est le symbole du monde dans sa globalité, qui se nourrit de lui-même, mais dans sa partie, les individus, les hommes, sont obligés de faire de la prédation, de vivre comme tous les organismes, hein, tous les organismes pour vivre font de la prédation sur le monde, récupèrent l'énergie, et en se reproduisant, transmettent leur énergie, s'affaiblissent et meurent. Hein. Quand je donne mon savoir aux hommes, je m'affaiblis quelque part, même si je sais que les hommes me redonneront leur énergie pour que je redonne encore plus.
Mais dans ce petit jeu, on finit toujours par un certain moment s'épuiser et mourir, car nous sommes programmés pour laisser place à plus performant et plus adapté à ce monde en permanence, en plein changement. Hein. C'est le propre de la vie. Donc, j'ai expliqué, je vous explique que la calorologie, c'est la compréhension du monde que par les échanges énergétiques. Tout est échange énergétique. Je prends pour rester en vie, l'Allemagne prend à la Russie pour rester en vie, et la Russie prend à l'Allemagne pour rester en vie. Chacun prend dans les échanges, tout simplement. Mais ces êtres, ces états peuvent perdurer très longtemps, mais les êtres vivants, eux en général, ne peuvent pas muter de cette façon et meurent, mais transmettent leur patrimoine génétique, lui-même impressionné et modifié par ce que nous avons vécu. Notre vécu, nos émotions sont là pour nous permettre de mémoriser les actions qui nous ont permis de rester en vie, c'est-à-dire la peur, la joie, la peur, c'est-à-dire et le stress et la souffrance, nous mémorisons toutes les actions faites sous peur, joie, stress, souffrance, car c'est à ces moments-là, nous les avons passés, nous avons vécu quelque chose de dangereux, et nous avons pu survivre. Donc les actions qui ont été vécues sous stress, se mémoriseront d'autant plus que le stress a été intense, ce qui permet en fin de compte de protéger les connexions synaptiques, les actions que nous avons faites, tout simplement, entre neurones, connexions synaptiques entre neurones, de les protéger de la dégradation de l'organisme qui dégrade les circuits neuronaux n'ayant pas été sollicités sous émotion. Les émotions sont là pour permettre de protéger, avec des molécules qui se fixent sur les systèmes neuronaux, de la dégradation permanente que fait l'organisme des systèmes neuronaux. Et pareil pour les systèmes des connexions neuronales, et pareil pour les joies et les bonheurs. Ce que nous vivons sous joie, sous bonheur, est en général un apport énergétique ou une possibilité de transmettre la vie. Donc un bon pain au chocolat, un endroit où on sait qu'il y a de la bonne nourriture, on va le mémoriser plus qu'un endroit où il n'y a rien de particulier à aller prendre. Pareil, une fille passable moyenne, pour un garçon, il ne va pas la mémoriser, alors le canon qui est passé, qui va produire du plaisir, c'est parce qu'elle est bien conformée pour produire la vie, en fin de compte, va lui générer du plaisir, il va la rechercher, parce que c'est une recherche de reproduction, de transmission de la vie. Donc l'essentiel étant de prendre, de donner la vie, donc apport calorique, restitution. Les émotions sont faites pour, en fin de compte, mémoriser, que ce qui vous permet de prendre l'énergie et la donner tout simplement ou la protéger. Voilà. Donc là, on comprend que tout est énergie, même nos émotions, et que tout ce que nous vivons, toutes les émotions que nous vivons, tous les actes que nous avons, toutes les structures sociales que nous pouvons voir, toutes les codifications culturelles que nous pouvons voir, n'ont qu'à ce but, prendre l'énergie et la conserver pour rester en vie et transmettre cette vie avant de mourir, tout simplement. Alors, vous réécouterez plusieurs fois la vidéo, parce que je pars un peu dans tous les sens, mais vous allez voir que la chose principale, c'est l'énergie, comme dit tout le temps. L'énergie, cette chose qui est à peu près difficilement perceptible et compréhensible, puisque les deux plus grandes choses sur lesquelles s'interroge l'homme, c'est qu'est-ce que l'énergie et qu'est-ce que Dieu. Et bien sûr, c'est visiblement la même chose. L'énergie et Dieu sont des émanations de la conscience pour générer ce monde illusoire dans lequel nous vivons la relation à l'autre, avec cette règle énergétique qui nous permet de manger le monde, de prendre l'énergie pour rester en vie et de la retransmettre par l'acte d'amour avant de mourir, ce qui nous permet, par cet acte, prendre l'énergie et surtout de la restituer, de ne plus être seul, donc de ne pas être une conscience divine seule, hurlant dans les ténèbres de sa conscience. Nous sommes dans ce monde fait d'illusions que nous avons générées, et par ce principe énergétique, nous pouvons, par cette restitution, cette récupération d'énergie, illusion du monde, nous pouvons vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé le temps d'une vie, ce qui est bien mieux, comme je vous le dis encore une fois, que d'être une conscience hurlant seule dans les ténèbres. Donc,
dernière petite chose que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo pour vous montrer que tout n'est fait que pour une seule chose, transmettre la vie et vivre la relation à l'autre et transmettre son patrimoine génétique qui est le mieux adapté justement à la récupération énergétique et la transmission énergétique, c'est de comprendre que tous nos comportements, même ceux qui paraissent les plus stupides, ont comme fonction prendre l'énergie, la récupérer, transmettre la vie. Alors je voulais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite récemment, qui est en vérité une très grande découverte en sociologie évolutive. Hein. Alors on va dire oui, il est prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux. Je suis simplement conscient de ce que je suis réellement. Je suis l'être qui par le hasard, il n'y a pas de hasard, mais qui par conjoncture spatio-temporelle, vous permet d'aborder un nouveau paradigme pour comprendre réellement ce qu'est le monde. Et le monde n'est qu'échange énergétique à tout niveau. Et ce que nous prenons pour des émotions, hein, ce que nous prenons pour de l'amour, que nous prenons toutes les émotions humaines, la jalousie, la haine, ne sont que des comportements qui ont pour but la conservation énergétique, la récupération et sa restitution. Alors je voulais vous parler justement de cette grande découverte en sociologie évolutive que j'ai faite, grande découverte sur le comportement des mères. Vous vous êtes aperçu, bien sûr, vous allez voir que ça a à voir avec l'énergie, avec la calorie, hein, avec la calorologie. Pourquoi les mères sont-elles souvent possessives pour leurs garçons, hein, elles les gardent à la maison, hein, c'est le Tanguy, hein, ou bien c'est la mère juive possessive des blagues, hein, ou avec leurs filles, souvent jalouses quand celles-ci atteignent l'âge de la reproduction, jalouses parce qu'elles ont les attributs de la beauté et elles commencent à être méchantes, voyant dans leur fille une concurrence et souvent obligeant la fille à partir. Et vous allez comprendre que c'est directement en rapport avec la transmission génétique, le bon fonctionnement de l'humanité, hein, et la transmission de la vie accueillant la conscience de Dieu, cette vie permettant à Dieu de ne pas être seul et de vivre la relation à l'autre, donc à l'univers, de s'aimer à travers les êtres qu'il compose. Donc vous allez voir que c'est la science, la théologie, tout ça ne fait qu'un. Pourquoi les mamans ont-elles ces comportements étranges, hein? Qui n'a pas vu une maman possessive avec son fils si un papa ne vient pas retirer le garçon, hein, des jupons de sa maman? Alors j'ai fait une vidéo précédente, mais je vous l'explique d'une façon encore plus énergétique. Et pourquoi les mamans dégagent les filles à partir d'un certain âge, souvent, pas toutes, mais souvent, dans ces comportements primaires que ces mères n'arrivent même pas à comprendre. Tout ça est de l'ordre, on va dire, de l'instinct. Tout simplement pour la bonne raison que notre structure humaine est une structure de groupe, hein, faite sur une structure familiale. Le mâle, l'homme en général, s'occupe de gérer un territoire calorique. On est dans la calorologie, bien sûr. Ce territoire calorique, qui est où le territoire de chasse, hein, pendant des centaines de milliers d'années, ou depuis 10 000 ans, le territoire de production énergétique. Hein. Ça a un peu changé récemment, mais ça a structuré notre mentalité, hein, d'homme, hein, notre structure, hein, par l'agriculture ou l'élevage. Donc, il gère un patrimoine, hein, d'une terre qu'il va faire fructifier, il va labourer, hein, et il va récupérer l'énergie qu'il va ramener à sa femme qui, elle, en général, n'a pas trop le temps de s'occuper de cette quête énergétique et va, elle, générer la vie. Elle est la matrice, elle est celle qui génère la vie. L'homme est celui qui va à la conquête du monde ou qui conserve son territoire et qui le fait fructifier pour en récupérer l'énergie. Quand la maman a un petit garçon, en général, ce petit garçon le garde près d'elle parce que, inconsciemment, la structure, elle ne le sait pas, mais elle le fait comme ça parce que l'enfant, en général, reste dans la structure familiale. Pendant des générations, les garçons, hein, on va dire, restaient, les familles restaient sous le toit familial et c'était la fille qui venait, bien sûr, dans la famille du mari. Donc les mamans conservent le petit, mais bien sûr le père prend le petit, l'enlève du jupon de sa mère pour lui permettre d'aller lui apprendre la conquête du monde et la récupération énergétique, hein, structure humaine très particulière, hein, Homo sapiens, même avant, hein, ça a commencé très tôt, pour récupérer cette énergie. Donc
L'homme est territorial, il protège son territoire, il le fait fructifier, il est prédateur, il va à la conquête du monde pour ramener de l'énergie, même s'il n'en a pas sur son territoire, il va en piquer chez le voisin ou piquer l'énergie des autres pour le ramener à sa femme, ou même pour ramener des femmes des fois. Et la femme, en général, reste sur le territoire de son mari. Elle récupère l'énergie de son mari, elle la dispatche dans la famille. Donc la femme a tendance à être possessive avec le fils, puisque le fils va être le producteur, en fin de compte, pour toute la famille. C'est lui qui va nourrir papa, maman. Et papa l'éduque pour aller être un homme capable d'aller chercher l'énergie. Mais la fille, elle, si elle reste à la maison, elle ne va pas se reproduire, ou si elle se reproduit, elle va se reproduire et faire de la consanguinité s'il y a une tare génétique, et augmenter et baisser la possibilité justement de la famille d'être viable à long terme, puisqu'il n'y aura pas assez de diversité génétique et des risques de consanguinité si un gène récessif négatif se retrouve dans la structure familiale. Donc, la fille est un poids économique puisqu'elle ne produit pas, elle ne va pas chercher l'énergie, et en plus, elle est moins puissante, elle ne peut pas défendre le territoire, et donc la fille devient un poids, puisqu'elle n'est pas productrice, elle n'est que génitrice, et si elle reste génitrice au sein d'une famille, elle risque de générer de la consanguinité. Donc, instinctivement, les familles qui ont le mieux réussi sont celles qui conservent les fils, le père le tirant des jupons de sa mère pour l'emmener produire, mais la mère éjectant la fille, la faisant partir, la fille n'est pas attachée à sa famille comme ça, elle part et elle va dans la famille du mari, qui lui viendra la prendre, ou on le donnera, et à ce moment-là, elle générera la vie et permettra de faire de la diversité génétique et d'éviter, par cette migration féminine de sa famille parentale à la famille du mari, où elle vivra sous le même toit, de faciliter la transmission génétique différente, d'adaptation à des zones différentes, même légère, on va du village à l'autre ou de la contrée à l'autre, on brasse les populations par les femmes, à la base, l'homme étant attaché à la terre, et en même temps, la femme va générer la vie, et c'est dans le mari, va lui apporter la nourriture. Donc le mari est territorial, récupère l'énergie, et la fille va être éjectée. Alors c'est un peu comme une plante, la plante éjecte ses graines, et ben dans la famille humaine, à la base, le fils est conservé, et le sport féminin est envoyé à l'extérieur par la jalousie de la maman qui dégage sa fille. Dans les contes populaires, on voit la belle-mère, mais en vérité, comme c'était les mamans qui racontaient les contes à leurs enfants pour leur apprendre la morale, ce n'est pas la belle-mère qui est méchante. Avec la jeune princesse, c'est en général la maman qui est méchante. Elle l'est parce qu'elle voit une concurrence énergétique. En vérité, c'est parce que ce sont des programmations génétiques visant à faire dégager la fille pour qu'elle puisse ensemencer le monde de son patrimoine génétique et en même temps produire la vie dans des zones où elle ne risque pas de faire de la consanguinité, tout simplement. Donc on voit que ce comportement de jalousie de la mère pour la fille et de protection de la mère pour le garçon n'a comme principale fonction que de générer la vie et de favoriser la récupération énergétique, tout simplement. Donc tous nos comportements que nous trouvons les plus stupides, les plus abjects, comme ces jalousies typiquement féminines de la mère pour la jeune fille, ou cette appropriation du garçon, ou des jeunes enfants. Alors la mère s'approprie la fille et le garçon au début, les programmer parce que c'est une prolongation organique, elle a vu son enfant grandir en elle, elle se considère comme elle les considère comme des prolongements organiques d'elles-mêmes. C'est pour ça que les femmes ont souvent moins d'angoisse de la mort, puisqu'elles sentent qu'elles ont eu leur fonction génitrice. Elles sentent qu'elles se continuent à travers leurs enfants, même si elles peuvent avoir des conflits. Mais on voit que ces programmations de mère trop couvantes pour les garçons et mère jalouse pour les filles ne sont en fin de compte que des défauts qui sont des qualités dont le but est de faciliter la transmission génétique et, en fin de compte, la diversification génétique et la multiplication des humains et faire que l'humanité puisse perdurer, s'adapter au monde. Tout simplement, donc tous ces comportements que nous considérons stupides n'ont comme seul but que de transmettre la vie
et de récupérer et de conserver l'énergie avant de la redonner. Ça s'appelle de la calorologie. Quand vous abordez le monde de cette façon-là, vous le comprenez, vous êtes dans, en fin de compte, la compréhension ultime du monde, tout simplement. Voilà, alors je pourrais parler de plein de domaines différents avec la calorologie. Vous allez comprendre que c'est vraiment très simple, très vaste. Ça touche toutes les structures du monde, qu'elles soient biologiques, économiques, sociologiques, psychologiques. Même la psychologie humaine est faite pour prendre l'énergie, la conserver et la restituer. Dans une famille, par exemple, quand une personne, une fratrie, les fratries sont faites pour s'entraider, conserver un patrimoine génétique commun, adapté au milieu, mais dans une famille, il y a tout le temps des jalousies de la famille entre elles, et on voit souvent un des frères ou des sœurs dominants qui, par la jalousie, évince les autres frères, ils se protègent les uns les autres, mais dans la fratrie, il y a une jalousie terrible au niveau de la prédation sur les parents, donc sur ou leur territoire calorique, ou bien sûr dans les héritages. C'est souvent les filles qui sont plus aprogains que les hommes, puisque l'homme il va à la conquête du monde et la fille va dans la récupération. Donc la femme est très très jalouse lors des héritages, c'est terrible, mais les hommes aussi peuvent l'être. Mais il y a souvent des jalousies terribles au sein des fratries qui au début s'entraident, et à la fin, on voit toujours une jalousie, une qui est plus ou un qui est plus adapté pour récupérer l'énergie des parents, en fin de compte, pas pour elle, mais pour ses enfants, en général, récupérer au grand-père, aux parents, l'énergie pour, en fin de compte, la prendre pour elle et la retransmettre à ses enfants, en évinçant ses frères et sœurs. Il y a des luttes internes dans les familles pour la récupération énergétique et la transmission de la vie. Donc si la jalousie, cet énorme défaut ignoble à supporter, quand vous avez une sœur qui est comme ça, ou un frère, c'est affreux, mais il faut savoir pourquoi ce défaut perdure, parce qu'il n'est pas réellement un défaut, il permet aux plus jaloux, si ça marche, de conserver l'énergie. Mais bien sûr, si la jalousie est trop développée, ça risque de détruire toute la famille dans des conflits atroces. Donc tout est modération dans la vie, mais si des comportements qui vous paraissent stupides se conservent plusieurs générations, vous savez qu'en calorologie, tout comportement qui se conserve plusieurs générations sont obligatoirement positifs pour le groupe, car la nature élimine d'office ce qui est négatif pour la survie du groupe, de l'individu et de l'espèce, tout simplement. Un autre domaine on peut adapter à la calorologie, c'est on va dire, le fait en Arabie Saoudite de voiler complètement les femmes et de les enlever, par exemple, de la vue des hommes. Alors ça paraît stupide, mais pourquoi ce comportement idiot? Et bien si vous l'abordez par l'angle calorologique, c'est-à-dire l'angle énergétique, vous comprenez que ce comportement est en vérité, dans ce milieu-là, un comportement qui fut salvateur, puisque s'il s'est conservé plusieurs générations, il est obligatoirement positif pour le groupe. Bien sûr, le monde change, et ce comportement peut être changé, mais il fut un moment efficace. Donc pourquoi on voilait les femmes? Tout simplement parce que l'Arabie, par exemple, du 7e siècle, on va dire, dans ces pays orientaux, semi-désertiques, voire désertiques, la calorie, l'énergie n'est pas abondante, donc les hommes ne sont pas très nombreux, et il est très difficile de monter en surpopulation, et si vous avez trop d'enfants, toute la famille va sombrer dans la pauvreté et va mourir et ne pas pouvoir défendre son territoire. Donc on crée des règles extrêmement strictes d'alliance tribale et de régulation des alliances sexuelles, donc pour la reproduction, et on ne donne les femmes qu'aux hommes qui sont capables de les payer, de les entretenir et de les nourrir, puisqu'elles devront être mères, générer la vie, donc on ne peut donner une femme qu'à celui qui est capable de nourrir la femme et ses futurs enfants. Donc en général, l'homme riche d'un certain âge qui aura fait des alliances, qui sera puissant par les alliances qu'il aura fait, et qui dominera le coin. Donc on donne la femme à l'homme riche, mais pour que les jeunes hommes ne soient pas lésés quand ils voient les femmes, ils ne peuvent pas les voir, et on les cache de la vue des hommes, parce qu'on oublie de faire de la limitation de naissance. Les hommes ne peuvent pas, si la jeune femme est attirée par le beau garçon qui passe, si celui-là n'a pas une accumulation calorique suffisante, et ils vont entraîner toute la famille dans la misère, puisque nous sommes un pays à calories limitées. Donc les hommes
ces jeunes hommes sont frustrés, hein, il y a une agressivité latente, et pour ne pas augmenter cette agressivité, eh ben, on va cacher les femmes en les voilant et en les mettant à l'intérieur et en ne les donnant qu'aux hommes pouvant les nourrir pour qu'elles puissent transmettre la vie. Tout ça pour éviter la convoitise des jeunes hommes qui, s'ils n'ont pas réussi leur existence, s'ils n'ont pas réussi à s'affirmer parmi les hommes pour être celui qui récupère le plus d'énergie pour nourrir une femme, eh ben, ils n'auront que la branlette ou l'âne. Hein. Et s'ils voient une femme, ils risquent d'être excités, donc on les cache pour éviter la surexcitation, mais on maintient dans ces groupes extrêmement agressifs. Agressifs pourquoi? Parce qu'ils conservent un territoire à calories limitées qui a une énorme valeur, hein, puisqu'il y a peu de calories, donc les hommes, les groupes tribaux sont prêts à s'affronter en cas de pénurie, hein, donc ils font de la régulation des sens, ils sont prêts à s'affronter en cas de pénurie, donc ils sont obligés d'être assez agressifs pour se repousser en groupe d'hommes, hein, tout simplement. Mais les femmes, elles, sont conservées au sein des sociétés données aux plus puissants. Mais les hommes restent agressifs, mais tous ne peuvent pas se reproduire. C'est pour ça que dans ces communautés orientales, il y a même une certaine homosexualité rituelle, hein, qui est cachée, qui n'est pas voulue, on la repousse, hein, mais souvent on peut s'apercevoir que pour compenser l'absence des femmes, les hommes ont des fois des relations, et c'est souvent le plus faible, hein, qui est violé par le plus fort, et c'est celui qui se fait maître et qui est violé, qui est considéré comme le fautif et la femme, et non et l'homosexuel, et non celui qui met étant celui qui a affirmé son rang, et qui en fin de compte a dégagé son énergie de frustration, qui est une énergie qui le rend agressif, mais qui lui permet de protéger un territoire contre la prédation des autres hommes. Donc on voit que dans des cultures, tout peut paraître très violent, très agressif, hein. Expliquer un système n'est pas le valoriser, le prôner, au contraire, hein, ce système doit être changé, mais ce système a perduré car il était efficace, il y avait même une homosexualité qui était sous-jacente, non montrée, qui permettait en fin de compte d'être une soupape de sécurité, hein, pour éviter que la pression monte trop. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que tout est calorique et que quand vous abordez le monde par des relations, sur les relations énergétiques, hein, ben vous le comprenez, tout est énergie, le monde n'est qu'énergie, hein. La prendre pour rester en vie, et la conserver, et la redonner pour transmettre la vie avant de mourir, transmettre la vie à un être qui aura sélectionné des mutations mieux adaptées que les vôtres au nouveau monde qui a changé, et auquel vous aurez aussi donné votre patrimoine génétique, que vous aurez modifié pendant votre existence, hein, en fonction de votre confrontation au monde, modifié dans le meilleur des sens. En général, vous sélectionnez ce qu'on appelle l'épigénétique, des anciennes sélections qui étaient dans vous, qui ne s'expriment qu'en fonction du milieu, et vous les retransmettez à vos enfants si le milieu a changé. Donc nous avons toujours au sein de nous-mêmes des variantes génétiques qui ne s'expriment et qui ne se transmettent qu'en fonction de notre confrontation au monde pour pouvoir nous adapter aux variations du milieu, des fois des variations que nos ancêtres ont vécues, mais des fois aussi par le fait des mutations aléatoires sélectionnées qui permettront aux individus d'être sélectionnés pendant l'existence de transmettre leur vie, de s'adapter à de nouvelles modifications qui n'ont encore jamais eu lieu. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre que la calorologie vous permet de prendre l'énergie, de la conserver et de la redonner pour rester en vie, et que tout est énergie, hein, que Dieu est énergie, et que par-delà tout ça, ce monde n'a qu'une seule fonction, donner et prendre, c'est-à-dire prendre à l'autre, mais surtout donner à l'autre, ce qui vous réunit et ce qui permet à la conscience, à l'esprit du monde, de ne pas être seul, de ne pas être seul à hurler dans les ténèbres. Nous sommes plusieurs et nous pouvons aimer et être aimés grâce à ce monde fait de l'illusion de l'énergie. Il n'y a qu'une seule chose de réel, la conscience, et ce qu'elle veut, c'est aimer. Aimer l'autre, c'est aimer soi-même. À bientôt!